Bonjour à tous toutes. Alors, en premier lieu, posons les trois grappes de concepts participants de la logique ternaire. La dernière fois, et bien que les méthodes d'analyse soient différentes, nous avons observé des correspondances entre les linguistes et les sémioticiens. Repartons maintenant de la sémiologie afin d'ajouter un élément de compréhension. La sémiologie concerne l'étude des signes. Elle fut créée par Roland Barthes à la fin des années 50. Vous trouverez plus de détails dans la deuxième partie de son ouvrage Mythologie. La sémiologie est la version française de la sémiotique. Toutefois, et contrairement à Peirce, Barthes s'appuie sur la linguistique de Saussure. Donc, signifiant, signifié, puis signe. Comme nous l'avons vu, la définition liminaire du signe se rapporte à un phénomène à qui l'on donne une signification et dont la synthèse est le symbole. Et c'est aussi le cas pour Barthes. Toutefois, la trajectoire n'est pas la même. L'auteur passe du signifiant au signifié, dont la synthèse est le signe, puis renvoie le signe à sa dimension symbolique. Par exemple, Roland Barthes décrit une plage avec son drapeau, sa cabine de plage, sa pelle, son râteau, son ballon, etc., etc. Ces éléments sont des accessoires qui posent un décor et nous font penser aux vacances d'été. Ces signes nous renvoient aussi aux symboles qui découlent des vacances d'été, donc aux congés payés comme au divertissement et aux loisirs. Moralité, la dimension symbolique des signes participe au final de l'idéologie et de la manière dont les idées, ceux en relation aux luttes, comme celle des congés payés, ou en relation à des réformes politiques, qui au final influencent et organisent nos réalités. Barthes prend également l'exemple d'une rose rouge qui, communément, représente la passion amoureuse. La rose et la cabine de plage font signe, mais surtout désignent des représentations qui vont bien au-delà de la simple signification et matérialité des objets en question. La symbolisation des objets a bien entendu pour finalité de renforcer le sens commun, de fabriquer des ensembles cohérents, donc d'élaborer du sens en termes d'orientation, de direction et de trajectoire à la fois politique, économique, sociale, culturelle, religieuse, voire ethnique. Si j'ai mis Roland Barthes au début de cette intervention, c'est certainement parce qu'il va nous aider à comprendre un peu mieux les recherches de Jacques Lacan. Alors Jacques Lacan est le 35 tonnes de l'amour, mais de l'amour vache. Le système de Lacan est aussi complexe que celui du philosophe Hegel, dont par ailleurs il s'inspire largement. Alors, on y va. Concernant la synthèse de ces recherches, nous avons le réel, le symbolique et l'imaginaire. S'inspirant également des réflexions de Saussure, Lacan va surinvestir le signifiant. Et c'est bien normal puisque le signifiant est quelque part le fonds de commerce de la psychanalyse. Le signifiant représente le discours en roue libre. C'est ce qui parle malgré tout. C'est une langue dont nous héritons avant notre naissance. Et bien entendu, le signifiant participe du réel. Il reste que le réel est en soi inaccessible. Il est inconnu, contingent et mutique. Par conséquent, nous spéculons sur les effets du signifiant, finalement. Alors, toujours dans le cadre d'une pédagogie que j'espère claire, on passe au symbolique. Donc le symbolique nous renvoie quant à lui au sens, donc au signifié, à la signification. Et finalement, comme on l'a vu avec Barthes, Peirce, Todorov, au sens commun. Sens commun qui participe à son tour de convention autant que de l'idéologie. Avec le symbolique, nous sommes conduits par des discours et par une langue qui ne nous appartient pas. Nous empruntons à la langue française. Et la langue que nous empruntons pourrait être le discours d'un maître, ou d'ailleurs du maître, ou on pourrait dire des maîtres. Enfin, l'imaginaire, que je place sous la catégorie de l'esthétique, représente une unité et finalement représente la synthèse de l'identité. Ici, précisons que l'imaginaire est une affaire collective. La construction rationnelle ou délirante d'une image dans nos petites cervelles de singe passe par des concepts et des représentations appartenant à l'histoire des représentations comme au système des langues. Alors on peut prendre un exemple comme ça, l'exemple de René Descartes concernant la fabrication des chimères
est toujours d'actualité. L'accès au symbolique et à la segmentation que permet le langage nous invite à faire des collages, à combiner, à agencer des éléments de la nature. Donc voilà, vous avez un petit exemple avec un lapin et un canard. Voilà, maintenant nous allons passer rapidement à Sigmund Freud, qui à son tour expose une synthèse en 3 temps. Le ça, le surmoi et le moi. Le ça représente l'inconscient, voire le sujet de l'inconscient qui, dans une certaine mesure, est l'alter ego du sujet de la conscience. Le sujet de la conscience étant depuis Descartes synonyme de l'étendue des représentations et des concepts. Alors ce dernier aspect est développé plus en détail dans Le Prestige d'exister, donc dans mon document de recherche. Enfin, le surmoi représente l'autorité, le discours du maître, alors du père ou du saint-père, dont la fonction est de dominer les pulsions prédatrices, sexuelles et morbides du sujet de l'inconscient. Maintenant, Michel Foucault. Dans son ouvrage Les mots et les choses, Michel Foucault expose les 3 champs qui structurent la pensée durant l'âge classique, donc du XVIe siècle au XIXe siècle. Alors il passe de l'histoire naturelle à la biologie, de la grammaire générale à la philologie historique, et enfin de l'analyse des richesses à l'économie politique. Alors, si pour la colonne du pathos les choses se posent de façon évidente, j'ai une hésitation concernant le logos et l'éthos. Alors l'hésitation provient simplement de la synthèse qu'effectue Foucault entre l'étude des langues et l'histoire, et d'un autre côté entre l'économie et la politique. Par conséquent, des connexions sont possibles entre la raison et l'histoire, comme des connivences ont lieu finalement entre le tribun et le patricien, ou de manière plus contemporaine, entre les lobbies, qui représenteraient le capitalisme, et le personnel politique, qui représenterait le patriarcat. Bref, nous respecterons la logique et posons la philologie historique dans la colonne du logos et l'économie politique dans celle de l'éthos, sachant que Foucault, ce en regard de ses engagements politiques, privilégie l'économie politique. Alors ce notamment avec son concept de biopolitique. Mais là encore, voilà, la biopolitique est à la fois à cheval entre l'éthos et le pathos. Alors nous avons également Gilles Deleuze qui, dans son ouvrage Qu'est-ce que la philosophie, détermine de manière assez classique la philosophie comme productrice de concepts, les arts comme producteurs de percepts et la science productrice de fonctions. Puis on va s'attaquer à Emmanuel Kant. Pour Kant et ses 3 grands ouvrages, il n'y a pas de surprise. La critique de la raison pure, c'est la logique. La critique de la faculté de juger, c'est l'esthétique. Et la critique de la raison pratique, c'est la morale. Aucun doute avec Emmanuel Kant. Alors ce avec une nuance concernant l'esthétique. Kant divise l'esthétique en 3 parties et quelque part nous libère du jugement esthétique à l'emporte-pièce. Alors l'un des 3 concerne les jugements de goût, donc ce qui nous est agréable ou désagréable, et concerne à titre individuel, évidemment, les 5 sens. Puis, nous avons le sublime qui convoque à la fois l'effroi et la puissance de la nature tout autant que l'émerveillement. Le sublime nous renvoie finalement à l'attraction-répulsion. Et ce, comme avec le spectacle d'un volcan en éruption ou d'un éclair qui s'abat sur un arbre. Et enfin, dans un 3e temps, le beau qui est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Alors ici, on retrouve le maître de l'oxymore, le cul assis entre 2 chaises, et au même titre que son énoncé les vraies apparences, Kant nous renvoie à une idéalisation de la perception, et notamment concernant les œuvres d'art. Ce qui a pour avantage de libérer l'art d'un usage politique, social, économique, religieux, mais qui dans les faits renforce l'usage bourgeois de l'art. Et ce, à titre justement d'une satisfaction désintéressée. Ce qui dans les faits n'est pas vrai, si l'on observe la manière dont la bourgeoisie privatise comme spécule sur l'art. Il y a une satisfaction, mais elle n'est pas clairement désintéressée. Du moins si l'on observe la manière dont la bourgeoisie privatise comme spécule sur l'art.
Et d'autre part, ceci a pour effet de cliver et de priver le peuple d'un accès à la pratique de l'art chevillé à une production quotidienne d'objets utiles. Disons qu'aujourd'hui on délègue ce type de production aux designers inscrits dans une chaîne de montage propre à fournir des marchandises. Bon, voilà, ça c'était mon petit speech d'artiste plasticien. On passe à Hegel avec la nature, l'histoire et la raison. Sachant que pour maître Hegel, l'histoire en tant qu'action incarne la négation de la nature. Et c'est la même chose pour la raison en tant que concept qui, à son tour, incarne la seconde négation qui englobe quelque part l'histoire et la nature. Alors là encore, vous trouverez plus de détails dans le Prestige d'exister au chapitre L'étendue des négations. Étendue des négations hegeliennes, bien entendu. Appuyons-nous maintenant sur Barbara Cassin qui, certes, dans l'effet sophistique, ne fait qu'évoquer la possibilité d'une triangulation entre philosophie, rhétorique et sophistique. Pour reprendre une phrase du plus pessimiste des philosophes, Arthur Schopenhauer, il n'y a pas de philosophie qui ne soit pas morale. Donc, on pose la philosophie du côté du pathos. Évidemment, la rhétorique est à sa place, donc du côté du logos. Enfin, Barbara Cassin pose la sophistique au cœur de la politique. Donc, je pose la sophistique dans la colonne de l'éthos. Alors, on peut saluer l'hésitation de Barbara Cassin, qui ne fait qu'évoquer la possibilité d'une triangulation, certainement parce que Barbara Cassin a conscience de l'aspect finalement phallocentré des triangulations, et en fin de compte de la logique ternaire. J'aimerais aussi poser une petite incise en compagnie d'Aristote, du logos, de l'éthos et du pathos. On peut tenter de traduire de manière contemporaine les objectifs de la raison, du moins en ayant en tête la prise de pouvoir du capitalisme cupide comme du maintien de l'orgueil patriarcal dans nos chaumières. Donc je pose la raison instrumentale, la raison dialectique et enfin la raison mythique. Raison mythique sur laquelle s'appuie de toutes ses forces le monstre psychotique des origines et qui n'est autre que Martin Heidegger. Bon, alors c'était aussi pour évoquer le cas Heidegger que je critique dans mon document de recherche, et ce avec la précieuse aide de Barbara Cassin. On continue avec le féminisme, qui lui aussi n'échappe pas aux triangulations. Elsa Dorlin a rédigé un ouvrage très pratique sur une approche synthétique du féminisme. Le titre est Sexe, genre et sexualité. Là encore, on retrouve une distribution. Ceux avec le sexe et la division mâle-femelle, division sur laquelle s'assoit le personnel scientifique sans trop se poser de questions, puis le genre, sachant que le genre masculin-féminin est une construction politique et sociale, et enfin les sexualités qui participent des droits individuels et de la diversité des pratiques relationnelles, amoureuses et sexuelles, du moins dans certains pays. Alors quand je dis sexualité, il ne faut pas entendre uniquement le coït ou l'acte sexuel. La sexualité est traversée de toutes parts par le symbolique, par l'imaginaire, par le fantasme, autant que dominée par le pouvoir. Et finalement, enfin pour moi, par les relations sadomasochistes assumées ou inconscientes. Il existe également le féminisme intersectionnel, issu des féministes noires américaines dans les années 1960, et qui encadre les recherches autour des relations entre le sexe, la race et la classe. Là encore, la distribution paraît évidente entre le sexe, toujours situé du côté de la nature, la race participant clairement de l'arbitraire politique et de l'autoritarisme colonial, et enfin la classe qui, au-delà des cultures de classe, distingue financièrement des catégories socio-économiques. Alors j'aimerais aussi parler de littérature, comme des fictions cinématographiques. Et de manière générale, la fiction qu'on appelle mainstream, va hypertrophier les relations entre la raison, l'histoire et la nature. Les fictions participent toujours plus ou moins d'une même trame. Elles nous présentent systématiquement un héros ou une héroïne avec un intellect hors du commun. Et si ce n'est pas le cas, le hasard ou les ruses de la raison font qu'ils se tirent toujours d'affaire. Puis le héros ou l'héroïne participe d'une histoire extraordinaire.
Et enfin, l'un ou l'autre sont toujours doués d'une force surnaturelle, que cette force soit musculaire ou psychique. Il y a aussi un cas que j'aimerais citer, mais qui n'entre pas spontanément dans les cases. Ce pour dire que finalement, tout ne coule pas de source. Alors ici, il est bon de rappeler que je n'ai pas de prétention scientifique. La logique ternaire a juste pour fonction de délimiter une zone symptomatique et de voir quelques effets de structure. Donc, on part sur René Girard. René Girard, dans Mensonges romantiques et vérités romanesques, repère un schéma qui traverse la plupart des romans et qui concerne systématiquement la rivalité entre deux hommes qui désirent obtenir le cœur d'une femme. Ici, nous sommes plongés dans une pure lutte de prestige qui concerne clairement l'éthos. La femme, en règle générale, est muette, belle, voire uniquement considérée comme une métaphore sexuelle. La femme se situe clairement du côté de la nature mutique qui excite les appétits sexuels et morbides des rivaux. Donc, je me retrouve logiquement avec une case vide, du côté de la raison et du logos. Toutefois, on peut considérer que c'est la place du narrateur qui se projette, puisqu'il organise le récit, il départage, il rationalise, il rend ou non la justice au sein même du récit, bien entendu. Alors prenons pour exemple La Princesse de Clèves, roman de Madame de Lafayette qui, à deux reprises, décrit des luttes de prestige pour obtenir les faveurs de l'héroïne. Ce en début de roman entre le prince de Clèves et le duc de Guise, puis entre le duc de Nemours et le prince de Clèves. Là encore, c'est la manière dont les dominants, notamment les hommes, vont parvenir au sein d'une lutte de prestige à soumettre, exploiter, opprimer, posséder les dominés, et notamment toutes les femmes. Bien entendu, je traite de ce problème de manière plus conséquente dans mon document de recherche. Et puis, on pourrait aussi continuer avec les œuvres de Gustave Flaubert. Et ce, comme pour Kant, nous allons répartir les trois grandes œuvres de Flaubert. Alors d'une part avec Bouvard et Pécuchet, nos deux héros qui accumulent des connaissances sans jamais parvenir à les articuler ensemble. Puis nous avons Madame Bovary qui ne parvient pas à s'élever dans les sphères de la bourgeoisie lumineuse et pleine de faste. Et enfin Salammbô, participant d'une épopée des pulsions prédatrices, foncièrement meurtrières, voire inconscientes et mutiques. Évidemment, la petite musique de la logique ternaire se retrouve dans de nombreux énoncés. Et en premier lieu, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et on peut aussi s'amuser avec thèse, antithèse, synthèse, passé, présent, futur, égalité, liberté, fraternité, forme, esprit, matière, famille, travail, patrie, veni, vidi, vici. Donc on retrouve ce type de triangulation un peu partout au sein de notre société. On peut continuer avec Melchior, Balthazar, Gaspard, qui représentent les rois mages. Bleu, blanc, rouge, black, blanc, beurre. Scénario, cadrage, montage, unité de temps, unité de lieu et d'action. Premier plan, second plan, arrière-plan, jaune primaire, magenta, cyan. Première, deuxième, troisième dimension. Point, ligne, plan, un titre de Vassili Kandinsky. Croquignol, ribouledingue, filochard, avec les pieds nickelés. Du pain, du vin, du boursin. Du bon, du beau, du bonnet. Le bon, la brute et le truand. Sex, drug and rock'n'roll. Sea, sex and sun. Travail, amour, argent. Alors ça, on trouve ça dans la rubrique horoscope. Luxe, calme et volupté. Amour, gloire et beauté. Et enfin, alors je citerai aussi Bien fait, mal fait, pas fait de Robert Filliou, un artiste plasticien fort célèbre dans le milieu des arts plastiques. Et aussi Abstraction, compression, dilatation de Jean-Luc André, qui lui-même est aussi un artiste plasticien, voire un musicien. À savoir que ces deux artistes ont très certainement inspiré toute la petite cuisine dont je vous ai fait part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, et pour conclure, nous travaillerons encore en trois temps, sous forme de triangulation, mais de manière plus anthropologique.